Le pouvoir a compris qu'un contact direct avec le public était désormais possible sans passer par l'intermédiaire de ces emmerdeurs de journalistes qui empêchent de tourner en rond. Donc on est en train de vivre ce moment-là et je crois que le rétablissement de la confiance, c'est une question cardinale auquel nous devons nous affronter ces prochaines années. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Bernard Rappa, qui est rédacteur en chef de la télévision suisse, pionnier des nouvelles technologies. C'est notamment grâce à lui que la RTS, à l'époque TSR, avait pris le virage numérique avec la création de l'émission Nouveau. Depuis, il a repris les rênes de l'info et avec lui, on va discuter de tous les défis que présente notre époque, les fake news, la perte du monopole du micro, les politiciens qui ont compris qu'ils pouvaient communiquer directement avec leurs électeurs sans passer par, je cite, les emmerdeurs de journalistes, et aussi l'émergence d'un nouveau type de journalisme où le rôle d'une rédaction n'est plus, selon Bernard Rappa, que de mettre des mots sur les faits, mais aussi de proposer des solutions aux problèmes sociaux qui se présentent à nous. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSEQ. Bonjour Bernard Rappa. Bonjour Laurent Haug. On se connaît depuis assez longtemps et à l'époque vous vous occupiez à la radio-télévision suisse de ce qu'on appelait le multimédia, une très belle époque où on était content de pouvoir mélanger du son, des images et des vidéos. Un lointain souvenir. Un lointain souvenir, et vous êtes un des pionniers de la digitalisation des médias, notamment avec Nouveau à l'époque, qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, une émission qui couvrait la culture digitale dans son focus éditorial, mais aussi dans sa façon de travailler. C'était vraiment très innovant, des techniques très légères à l'époque, ce qui était nouveau. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télé suisse. Ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la transformation des médias. Et pour moi, je vais faire un parallèle avec un monde que je suis depuis longtemps et qui va permettre de poser la première question, qui est le monde du commerce. Ce qu'on voit dans le monde du commerce de détail, c'est qu'on est passé de cette logique de canaux, on a les magasins, on a le téléphone, on a le online, à une logique qu'on appelle les points de contact. C'est-à-dire qu'on doit être en contact avec les clients à travers tous ces canaux. J'ai l'impression que c'est un peu le chemin que vous faites avec l'actualité à l'RTS. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, c'est clair qu'on vit une transformation absolument extraordinaire. Je crois qu'on l'a pressenti il y a une quinzaine d'années, mais on avait compris que les modes de diffusion, les modes de production, les modes de consommation, que tout allait être chamboulé. Mais on n'avait pas mesuré l'ampleur de ce changement, au fond, à la fois de modèle économique et de modèle de relations avec le public, puisqu'on est quand même dans une crise de confiance qui est à la fois stimulante parce qu'elle nous remet en question, inquiétante parce que certains vont se retrouver sur le bas-côté de la route. Donc ça a été des années de bouleversement absolu, bien sûr. Alors on va essayer de descendre un petit peu là-dedans. Donc il y a en effet ces modifications économiques, ça m'intéresserait beaucoup d'en parler. Mais il y a aussi ce mot relation que vous venez de prononcer qui est très intéressant, dans lequel il y a deux aspects. Il y a un aspect politique, on en parlera peut-être après, les fake news, la perte de confiance. Mais il y a aussi un aspect technologique, un aspect technique, qui est justement l'émergence de ces nouvelles façons d'être en relation avec vos auditeurs et vos téléspectateurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui ce que c'est le mix de votre, comment on appelle ça, une rédaction, qui travaille aussi bien sur le web, sur la radio, sur la télévision ? Bon, ici, vous êtes dans le service public. Donc notre mission, c'est de toucher l'ensemble du public. On a un mandat du public pour informer, pour créer, aider à la création de l'opinion publique. Et donc, il est crucial pour nous de toucher tous les publics. Donc, jadis, au fond, notre métier était assez simple. On construisait des émissions, on les diffusait, on les broadcastait, on arrosait la population avec nos contenus, quoi. Si on regarde le paysage dans lequel on est aujourd'hui, bien sûr que cette mission reste là. Donc, nos carrefours télévisés restent extraordinairement importants. Tous les soirs, on réunit près de 60% de parts de marché, donc 60 personnes sur 100 qui regardent la télévision, regardent notre journal principal en prime time. Et en même temps, on doit s'adresser à tous les nouveaux publics qui, eux, ne sont plus du tout dans une démarche linéaire, qui ne sont plus en direct sur nos carrefours et qu'on doit toucher sur les autres plateformes. Donc on est dans un grand écart permanent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait 60% des gens qui regardent encore votre journal ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse d'audience ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une baisse d'audience, mais relativement aux autres télés, vous sortez plutôt bien votre épingle du jeu ?
Alors, il y a un double mouvement, hein. Si on regarde en termes de part de marché, sur une dizaine d'années, on a un public extraordinaire qui est extraordinairement stable, hein. Donc, les gens qui continuent à regarder la télévision, et ils sont nombreux, hein, même si en chiffre absolu, évidemment, la tendance de consommation de la télévision en direct baisse progressivement. On réunit toujours 300 000 personnes, 350 000 personnes tous les soirs à 19h30. C'est un chiffre qui est stable, hein, depuis 10 ans. Qui est relativement... Alors, qui est très stable en part de marché. Donc, ça veut dire que les gens qui continuent à regarder un Carrefour, qui considèrent que ce rituel, qui reste un rituel très important, malgré tout, malgré toutes les annonces, y compris moi-même. Moi, j'ai annoncé la fin de la télévision il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé à m'occuper du multimédia. J'ai totalement tort. En réalité, ce rituel est un rituel, hein, cette idée, cette place du village où on se réunit une fois par jour pour faire le point sur l'actualité en Suisse et dans le monde, ça reste une valeur, on en reparlera peut-être, très importante. Mais en même temps, disons, on voit évidemment que le public vieillit. Moyenne d'âge 55 ans, ce qui est pas très loin de la moyenne d'âge suisse, mais enfin quand même, il y a un vieillissement de ce public. Et puis le nombre de minutes consommées en télévision baisse, et donc à terme, il y a quelques inquiétudes. Donc on doit à la fois continuer à se battre pour réinventer ces carrefours télévisés, et en même temps s'occuper des nouveaux publics sur les nouvelles plateformes avec de nouvelles narrations. Mais quand vous dites l'audience sur la télé baisse, est-ce que ça veut dire que le temps que passent les gens en contact avec le contenu que vous créez baisse, ou est-ce que ça veut dire le temps qu'ils passent à le regarder sur la télévision? Parce que dans l'absolu, on a l'impression que vos images sont plus omniprésentes que jamais. Donc là, vous parliez, en parlant de cette baisse relative, c'est que des gens qui regardent l'actu sur la télé à l'heure du live, etc. Voilà, il y a une immense confusion, hein, c'est que la télévision, c'est aujourd'hui une partie de la consommation des images. Au fond, la RTS produit des images, et ces images, on les voit en direct, et ça reste un public important, c'est celui dont je viens de parler. Et puis ensuite, il y a toute une offre à la demande, il y a une offre en rattrapage, et puis il y a du podcast, et puis il y a les réseaux sociaux, et puis il y a les nouvelles écritures sur Instagram. Donc au fond, une fois de plus, jadis, au fond, notre vie était assez simple, hein. On partait à la cueillette de l'information, on montait ces informations et on les proposait aux téléspectateurs à un moment précis. Aujourd'hui, ce travail se fait sur une chaîne de fabrication et une chaîne de diffusion qui est extraordinairement complexe et qui nous permet petit à petit de rester en contact avec tous ces publics. On va évoquer la chaîne de production parce que c'est un thème qui est fascinant et justement qui, je pense, va nous éclairer un peu sur tous les autres aspects. Ça va permettre de reparler un petit peu des canaux, peut-être que les gens les matérialisent plus parce qu'ils ont chacun des rôles différents. Je vais revenir sur ce 19-30 qui ne baisse pas. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, il y a un type de contenu dont la valeur a vraiment explosé, c'est le sport. Et donc, dans le sport, on retrouve différents concepts, notamment le rituel, ce que vous avez dit. Donc, il y a le côté, se retrouver ensemble, partager quelque chose ensemble. Il y a cette notion de rendez-vous à une certaine heure, et si on rate le rendez-vous, le rendez-vous n'a plus de sens. Enfin, une fois qu'on connaît le résultat de la finale de la Coupe du Monde, ça n'a plus de sens de la regarder, donc il faut être là au moment. Et puis voilà, il y a cette espèce d'excitation, et en fait les contenus qui ne baissent pas dans leur audience ont un peu ce genre de caractéristiques. C'est-à-dire c'est des choses, il faut être là pour les regarder, et ça n'a pas de sens de les suivre après coup. Et donc vous avez un peu deux types de contenus à l'antenne. Vous avez du contenu qui peut vivre un peu n'importe quand, par exemple de la fiction, parce qu'un film on peut le regarder n'importe quand, et à l'inverse vous avez du contenu dont il faut renforcer ce côté rituel, dont il faut renforcer ce côté live. Oui, le direct est un élément capital de ce paysage, en réalité, hein. C'est qu'au fond, on a toujours su que cet élément de direct était important, mais il est plus important que jamais dans un monde où, au fond, chacun se retrouve dans sa bulle, dans sa chapelle. L'idée de se retrouver ensemble pour vivre un événement, c'est capital. Alors, en sport, c'est évidemment la règle numéro 1, bien sûr, mais aussi dans l'info, en réalité. Et quand on parle de l'info, c'est pas du tout de chaîne d'info en continu. Le rituel, pour reprendre l'exemple du 19h30, c'est un rituel que l'on vit beaucoup en direct. Bien sûr que la consommation en rattrapage est toujours plus importante, on est à 5, 6, 7%. Bien sûr que la consommation de ces mêmes informations sur d'autres carrefours est importante, mais ce rituel continue à rassembler 300, 350 000 personnes. En Suisse romande, c'est énorme. Moi, quand je parle à mes collègues européens, rédacteurs en chef, ils me disent « mais tu vis en Corée du Nord, c'est soviétique, c'est nord-coréen comme chiffre ». Alors, on n'a pas de concurrence commerciale frontale sur cette offre-là, mais ça dit quelque chose de l'envie du public de partager, d'être autour de la machine à café et de pouvoir débattre d'un vécu commun. Et ça, c'est une valeur qu'on n'a pas fini de redécouvrir.
Et c'est peut-être ça la mission du service public, finalement, c'est de créer un territoire commun. Une place du village. Voilà, une place du village qui permet aux gens le lendemain d'être sur les mêmes bases, d'évoquer les problèmes qu'ils ont collectivement, etc. Donc c'est un point de contact, c'est une relation. Ouais. On est en démocratie directe, on a besoin, on a envie, et c'est un devoir, au fond, que beaucoup de citoyens se donnent rendez-vous avec ces moments politiques importants. Et donc ce socle d'information où l'on partage en commun des faits, des commentaires également, mais des faits. Hein, on se met d'accord on fait le point sur les faits importants sur lesquels on va discuter. C'est, je crois, la mission cardinale du service public. Et on a cru un peu vite que l'émiettement du paysage médiatique allait faire totalement exploser ça. C'est pas le cas. C'est la mission cardinale du service public, c'est peut-être aussi le péché cardinal d'une démocratie comme celle des États-Unis, où justement on n'a plus de faits sur lesquels on peut discuter. Et donc c'est très difficile d'avoir un débat, puisqu'il n'y a plus ce territoire commun qui permet d'avoir des opinions, puisqu'en fait on est dans un espèce de monde parallèle. Et plus de lieux. Hein. J'étais correspondant aux États-Unis, c'est assez frappant de voir qu'à l'époque, les grandes chaînes avaient encore 10 points de part de marché pour ABC, CBS, NBC. Aujourd'hui, ensemble, elles font 9%, je crois. Donc l'émiettement du paysage a atteint un tel niveau que chacun s'enferme dans sa bulle et n'a plus d'espace commun pour débattre avec les résultats que l'on connaît. Voilà, puis on va mettre ça sur le dos des réseaux sociaux, ça arrange tout le monde, alors que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Ouais. Mais on va parler maintenant du mix des médias, puis ça va peut-être nous permettre après de parler du business model, ou enfin pour vous c'est pas un modèle d'affaires parce que vous êtes une télé publique, mais quel est ce mix que vous avez? Alors bon, il y a on a déjà parlé de certains médias, enfin de certains canaux, la télévision, la radio. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus précisément dans ce mix? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui marche sur quel canal? Parce que donc vous êtes présent aujourd'hui sur à peu près toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui marche où? Donc on a déjà parlé de la télé. La télé, ce qui va marcher, c'est des grands rendez-vous, du live, ce socle un peu partagé. Qu'est-ce qui marche sur ces autres canaux et quels sont ces canaux? Bon, peut-être que disons, les avancées les plus spectaculaires qu'on a pu faire, c'est du côté des nouveaux publics. Hein. On a lancé une offre avec notre marque Nouveau il y a de nombreuses années déjà. C'est un peu notre laboratoire. Qui a complètement changé de focus. Voilà. Hein. Il y a 2 ans, on a pris une décision. On a décidé, au fond, de basculer sur de nouvelles écritures pour les réseaux sociaux. Donc, on a monté une petite équipe entre 25 et 35 ans qui se sont emparés de ces codes, qui ont pris la mission de service public. Hein. Donc, on reste dans les règles qui sont fixées par le service public, mais on expérimente de nouveaux storytelling, une nouvelle manière de raconter l'information. Résultat, 24 mois plus tard, je viens de voir les chiffres, la moitié des vidéos consommées par les marques RTS sont sur la plateforme Nouveau. Donc, au fond, ce qui est extrêmement important de faire pour nous, old media, les anciens médias, c'est véritablement de se reposer des questions fondamentales sur la manière de raconter l'information. Très concrètement, ce qui a été fait du côté de Nouveau. Pour les gens qui ne connaissent pas Nouveau, donc très concrètement, c'est des vidéos qui reprennent les thèmes d'actualité, qui sont carrées en général et qui sont sous-titrées. C'est-à-dire qu'on peut les regarder sur les réseaux sociaux sans le son. Mais ça, c'est pour la forme. Puis après, il y a le fond, disons. Et dans le fond, il y a vraiment une réflexion qui est menée de quelle manière on raconte l'information. Parce qu'au fond, une fois qu'on a dit que les vidéos sont textées, éditorialisées, ok, c'est très bien, ça c'est la forme. Puis après, sur le fond, comment on raconte une histoire? Dans un journal télévisé, depuis 40 ans, les journalistes sont formés, sont formatés parfois pour raconter une histoire qui tient sur 1 minute, 2 minutes, 8 minutes ou 52 minutes. Là, on a repris à zéro ce travail. Et on s'est posé des questions fondamentales sur la manière dont on doit raconter une histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert alors? Qu'est-ce qui marche? Bon, alors il y a les règles de base qui consistent à accrocher au fond le public dans les 5 premières secondes. Il y a toute une série de découvertes qu'on a fait sur les éléments de partage au fond. Hein. Qu'est-ce qui fait que l'on partage une information? Et là, on arrive très vite quand même sur des notions nouvelles qui sont absolument passionnantes, comme par exemple le journalisme constructif. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Alors, journalisme constructif, hein, on le caricature souvent, on dit c'est des journalistes qui mettent leurs lunettes roses et qui expliquent que les trains partent à l'heure. Non, le journalisme constructif, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Au fond, si on regarde un petit peu les 3 piliers de l'information, on a le news brut, le breaking news,
on a le journalisme d'investigation, l'enquête. Et puis, on a ce troisième pilier qui devient de plus en plus important en cette période de défiance face aux médias. C'est un journalisme de proposition. Au fond, le journalisme constructif, c'est l'inverse du journalisme de constat, au fond. Hein. Très longtemps, on s'est contenté de dire « Mesdames et messieurs, bonsoir, les images du jour, les nouvelles du jour ». OK, on a fait un premier pas, on va au-delà de ça, on enrichit, on décrypte. Et là, on est dans une étape, disons, qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que face à un constat, on va s'interroger sur les solutions. On ne va pas simplement expliquer qu'en matière de mobilité, on est paralysé entre Lausanne et Genève tous les soirs à 18h, mais on va s'interroger sur... Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça ? Et donc, on va aller voir des acteurs sur le terrain qui, au fond, explore de nouvelles pistes. C'est ça, au fond, résumé à l'essentiel, le journalisme. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression, par exemple, moi qui suis français, on voit que les médias français sont un peu piégés dans un truc où ce qui marche, c'est ce qui va pas bien. C'est ça qui fait de l'audience. Il y a un attentat, il y a une audience record, donc ils sont quand même, des fois, il faut un peu trouver des problèmes, antagoniser les gens, etc. Et ce que vous dites, c'est qu'on peut faire de l'audience aussi, on peut attirer les gens avec des sujets plus positifs, notamment en parlant du futur, en parlant du potentiel, en parlant peut-être de nouvelles technologies. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, on est vraiment dans ce processus et dans cette réflexion-là. Et une fois de plus, le journalisme d'investigation, disons, reste important. Le journalisme breaking news reste important. Les nouvelles, quoi de neuf, ça reste l'essentiel de notre travail. Mais on doit compléter ça par une réflexion sur à quoi sert ce journalisme. Parce que le journalisme de constat de base... ne nous mène pas très loin. On voit bien le public d'ailleurs nous reproche au fond de nous arrêter au fond en chemin, quoi. De nombreuses études montrent, je viens d'avoir une sur le Guardian qui montre que le temps d'attention du public est beaucoup plus important sur ce type de journalisme. C'est-à-dire et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous me posiez la question au fond, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'en réalité l'immense avantage de ce journalisme sur le réseau social, c'est qu'on voit bien si ça marche ou pas. En télévision, au fond, c'est assez simple. En gros, il y a un accord avec le public sur un journal télévisé. Toutes les 2 minutes, on va changer de sujet, restez avec nous. Si vous vous ennuyez, le sujet suivant est important, restez avec nous, quoi. Et on broadcast ça, on diffuse. Sur les réseaux sociaux, on pose notre vidéo et elle est diffusée si les gens le partagent. Donc, il est crucial que ce partage se fasse. Et donc, on a observé ça de manière très claire ces 24 derniers mois, c'est plus nous sommes dans ce journalisme de proposition, plus les vidéos sont partagées, plus nous avons un contact avec le public, un retour du public, et c'est probablement une des clés du futur. Ce que vous avez dépassé, c'est la croyance qu'il y avait peut-être une dizaine d'années, où on pensait qu'on pouvait prendre le même contenu, juste coller l'URL dans Facebook, dans LinkedIn, dans Twitter, et on appuyait sur envoyer, et puis ça allait marcher. Donc là, ce que vous avez fait, c'est qu'à l'interne, vous avez recréé une autre machine à créer du contenu, parce que vous êtes arrivé à un point de rupture où le contenu actuel, alors peut vivre sa vie online. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est pas qu'il est pas bon pour être online, mais c'est un certain type de narration, et il faut aller beaucoup plus loin, non seulement dans le canal, mais dans le fond et dans la forme. Ensuite, si on va encore plus loin dans la granularité de la vie du contenu nouveau, parce qu'aujourd'hui, je pense à toutes les entreprises ou aux gens qui nous écoutent, qui sont confrontés en fait à ces différents canaux, puis peut-être on les connaît moins bien. C'est-à-dire, ce qui marche en télé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le connaît. Ce qui marche en radio, ça fait longtemps qu'on le connaît. Comment est-ce que cette nouvelle équipe, Nouveau, aborde ces différentes plateformes et qu'est-ce qui va marcher sur LinkedIn, qu'est-ce qui va marcher sur Facebook, qu'est-ce qui va marcher sur Instagram, qu'est-ce qui va marcher sur Snap? Alors bon, on ne peut pas mener toutes les batailles, hein, parce que, disons, une fois de plus, hein, on a ce grand écart entre les grands carrefours télévisés qui restent encore extraordinairement présents dans notre offre, hein, et puissants, et donc on doit les soigner, et on doit les réinventer de manière constante. Donc c'est une bonne partie de notre énergie continue à être mise sur ces grands carrefours, même si là aussi, il y a pas mal d'influence, au fond, les leçons que l'on tire, on parlait du journalisme constructif, ce sont des leçons qu'on applique aussi au broadcast et dans les grands carrefours télévisés. Maintenant, on choisit nos combats et effectivement, progressivement, on a passé d'un simple séquençage de nos vidéos avec mise à disposition sur les plateformes. On s'est quand même rapidement rendu compte que ça ne suffisait pas.
on travaille chacune de ces plateformes avec des écritures particulières. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'avancées du côté des réseaux sociaux ces derniers mois en particulier. Il reste beaucoup à faire du côté de YouTube. On s'aperçoit quand même que ce paysage évolue très très vite. Donc ce qui marchait, les vidéos textées, éditorialisées, ont bien fonctionné jusqu'au moment où tout le monde s'est mis à les faire. Donc il s'agit d'afficher sa différence. On le fait avec RTS Info, avec de la vidéo en continu, où on vise non pas le nombre, l'objectif c'est pas la quantité, mais vraiment d'avoir un produit de qualité. Le prochain combat pour nous, c'est YouTube. On voit que les vidéos de longue durée, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, fonctionnent de mieux en mieux. Donc on va vers une production avec des écritures nouvelles sur des formats plus longs. Et ça, c'est une bataille qu'on mène. Instagram, à l'évidence, est une plateforme qui décolle très fort, où là aussi, en termes d'écriture, on est dans quelque chose de très différent. Et donc, on est en train de travailler cette plateforme, mais disons, on ne se jette pas sur chaque nouvelle plateforme. On n'a pas d'offre Snapchat en tant que tel. On a fait quelques expériences. On est très peu sur LinkedIn. On est vraiment dans un public, disons, notre mission première comme service public est de coller à notre public ici en Suisse. Et donc, on est quand même dans un marché qui est un petit marché, mais on s'aperçoit que malgré tout, les choses bougent très vite et qu'il faut qu'on soit attentif à ces nouvelles plateformes. J'ai interviewé il y a 5 ou 6 épisodes Gaël Hurliman, qui d'ailleurs a commencé sa carrière chez vous, chez Nouveau, je crois, qui ensuite donc est maintenant chez Le Temps. Et je lui posais un peu cette même question sur le mix, entre guillemets, le mix média du Temps. Et alors moi, j'ai un background dans l'événementiel, donc ça m'intéressait en particulier de voir que Le Temps commençait à se mettre, qui est un quotidien à la base, pour les gens qui ne connaissent pas Le Temps, se matérialiser de plus en plus dans le monde réel. Est-ce que pour vous, ça c'est un territoire futur que vous allez investir, puisque donc votre but, c'est d'exister dans la vie de votre public. Donc vous existez aujourd'hui à travers la télévision, ces médias de masse, à travers ces médias, plus les lean-forward médias, les médias où on est actif, qu'on va chercher. Et puis on commence à vous voir un petit peu aussi dans le monde réel. Je pense à Cœur à Cœur, par exemple, qui est une opération où en fait la radio-télévision suisse pose comme ça au centre d'une ville un studio avec lequel on fait des images, on fait du son. Et puis le studio est dans la rue, il y a une vitre et on peut passer. Est-ce que ça, pour vous, c'est un futur canal? Et ma question, en fait, rejoint ce que j'observe moi dans le monde digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grandes ironies, c'est qu'au moment où toutes les entreprises physiques et tous les vieilles entreprises, vieux médias essaient de se digitaliser, on voit les acteurs digital faire le chemin inverse, et Amazon qui ouvre des magasins, qui s'achète une chaîne de supermarchés. Donc on a l'impression que le futur est un hybride où ça a pu être possible de rester comme ça, un peu dans sa tour et de ne pas être en contact avec les gens. Est-ce que ça, pour vous, c'est le futur de votre mix média, il se passe aussi dans le monde réel? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'avantage d'un bon vieux média comme le nôtre, c'est qu'au fond, comme nous devons aller chercher les images, nous avons toujours été sur le terrain. La moitié de la rédaction, si on parle de l'information, ne se trouve pas ici dans cette tour à Genève, mais dans des bureaux régionaux où des journalistes, avec leurs caméras, des journalistes reporters d'images, sont sur le terrain tous les jours, quoi. Prenons un exemple. Pour radicaliser cette proposition, on a par exemple décidé que notre journal d'information locale, Couleur locale, se ferait désormais hors des studios. Donc on est tous les jours, quelque part en Suisse, sur le terrain, où on fait l'émission de A à Z sur le terrain, en contact avec le public. Donc ça, ce sont des choses qui sont quotidiennes chez nous. Donc je pense qu'on est beaucoup plus en contact avec le terrain que bon nombre de nos amis, collègues de la presse ou des nouveaux médias, parce que par essence, nous faisons de l'image et donc nous sommes sur le terrain. Puis à cela s'additionnent effectivement des événements, soit sportifs, où cette télévision, radio-télévision est sur le terrain, soit de cœur à cœur, comme vous l'avez dit, du côté de l'associatif, du côté de l'humanitaire. Moi, je suis absolument persuadé qu'on a fait fausse route en imaginant qu'on allait, au fond, avec les réseaux sociaux, avoir une existence virtuelle du côté des médias. On doit absolument être enraciné. Je ne suis pas sûr qu'un concert au cœur de la rédaction va régler le problème. En revanche, aller sur le terrain et organiser des débats, quotidiennement être sur le terrain en contact avec le public, c'est aussi une réponse à la critique qu'on fait au journalisme, c'est-à-dire vous êtes dans votre bulle, dans votre tour.
C'est vrai que la nature de votre rôle, qui est de mettre en image, vous oblige à aller, parce qu'on Par essence. on peut pas avoir un journal de 30 minutes où on voit le présentateur qui est, ben si, en Corée du Nord, oui, mais pas en Suisse. Si vous êtes journaliste en presse écrite ou en radio, vous faites votre enquête, vous passez coup de fil et personne vous écrivez voit, votre papier. voilà. Un journaliste de télévision, quand il a fini de faire ça, au moment où il a fini de faire son enquête, il part sur le terrain parce qu'il faut aller chercher les images. On oublie un petit peu ces fondamentaux, mais là, tout à l'heure, nous étions en séance à 8h30, pris un certain nombre de décisions, il y a 40 personnes qui sont sur le terrain pour réaliser ces décisions qui ont été, ces options qui ont été prises ce matin. Mais c'est vrai que les gens plus jeunes qui nous écoutent se rendent peut-être pas compte, mais nous qui sommes un peu grisonnants, on a connu cette période il y a une vingtaine d'années où on disait que la technologie, par exemple, allait enlever le besoin de se voir. Donc on a inventé la téléconférence, donc on n'aura plus besoin de voyager. Il s'est passé précisément l'inverse. On a inventé entre-temps les compagnies low cost, les gens n'ont jamais autant voyagé. Et donc finalement, il semblerait qu'il y ait une loi de la nature qui dit que plus on passe de temps dans le virtuel, plus on a besoin d'en passer dans le réel, ce qui est plutôt peut-être une bonne nouvelle. Je voudrais qu'on parle un peu du modèle économique. Alors bon, le mot ne s'adapte pas forcément pour vous parce que vous êtes un service public, donc vous êtes financé différemment d'une entreprise, mais vous avez quand même des budgets limités, vous avez des questions de rentabilité. Vous êtes vous-même, vous broadcastez de la publicité sur les différentes plateformes. Comment est-ce qu'un média, ça gagne de l'argent? Comment est-ce qu'une télévision publique aujourd'hui gagne de l'argent en intégrant tous ces nouveaux médias, tous ces nouveaux canaux? Alors effectivement, notre modèle économique est un petit peu particulier, puisque nous vivons de la redevance. On a eu ici en Suisse une votation extrêmement importante il y a quelques mois pour abolir le service public. Et 72% des Suisses ont défendu le service public en disant « nous sommes d'accord de payer une redevance de 365 francs par année », ce qui n'est pas... C'est 1 franc par jour, certes, pour des chaînes de télévision en 4 langues et des chaînes de radio en 4 langues, plus des plateformes multimédia. Mais malgré tout, c'est, disons, une décision importante du public. Donc ça, notre modèle économique, c'est au fond d'avoir une relation de confiance avec le public. Et là, disons, nous sommes la seule télévision en Europe à avoir vérifié que le public est d'accord avec cette idée. 72%, c'était un magnifique résultat, et donc qui nous donne une certaine légitimité. À cela s'ajoute la publicité, quand même, puisqu'en télévision, nous ne faisons pas de publicité à quelques rares exceptions, sur les plateformes numériques. En revanche, les 3/4 des revenus viennent de cette redevance, et le reste est financé par la publicité en télévision, pas en radio. Et alors, en termes de coûts de ces différentes plateformes, est-ce que vous constatez une baisse des coûts? Est-ce que c'est beaucoup moins cher de faire de la vidéo pour les réseaux sociaux que pour l'antenne? Sachant que moi, ce que j'observe, par exemple, pour avoir travaillé par exemple avec le Montreux Comedy Festival, donc j'ai vu beaucoup le chemin que font les youtubeurs. Les youtubeurs faisaient des vidéos avec un appareil photo il y a 10 ans et ça leur coûtait rien. Et aujourd'hui, les youtubeurs, ils ont des réalisateurs, ils font des effets spéciaux, ils ont des maquillages, ils ont des équipes, ils ont des auteurs. Et donc, en fait, produire du contenu sur les réseaux sociaux, pour eux, est devenu extrêmement cher. Et en fait, ils ont à peu près les mêmes coûts que la télé. Donc, quelle est la réalité pour vous par rapport à ce différent mix média? Et j'imagine qu'il y a des plateformes qui ne vous coûtent pas le même prix, qui vous rapportent non plus pas le même prix. Ben voilà, une fois de plus, là aussi, c'est le grand écart. Disons, les téléspectateurs ont aujourd'hui chez eux, à domicile, des écrans qui font 1,20 m de diamètre. Ils sont en HD ou en très haute HD, et donc attendent, au fond, d'un service public qu'ils payent une image de grande qualité. Par ailleurs, ils nous consomment sur téléphone mobile, ils nous consomment sur tablette. Et au fond, ce qui a fondamentalement changé depuis une dizaine d'années, c'est que nous, on doit investir toutes ces plateformes. Donc on doit être malin et on doit trouver des solutions. On reprend les exemples des réseaux sociaux où nous avons un certain nombre de productions qui sont beaucoup plus légères. On n'a pas attendu l'arrivée des réseaux sociaux pour avoir une réflexion économique sur la production des images. Nous avons à peu près un bon tiers des journalistes qui sont formés à l'image et qui filment eux-mêmes, non pas forcément avec leur smartphone, mais avec des petites caméras légères, et cela depuis une quinzaine d'années déjà. Nous avons des caméras robotisées dans la plupart des studios pour économiquement réduire les coûts de production. Puis à l'inverse, de l'autre côté, nous avons des productions
vraiment de qualité, hein, où on travaille du côté d'émissions aventure, comme Passe-moi les jumelles, qui profitent au fond de mettre en image les Alpes et la Suisse sous toutes ses coutures, et qui sont des émissions de grande qualité. Donc on fait ce grand écart, et c'est pas forcément plus simple de produire pour les réseaux sociaux que pour le broadcast, mais c'est vrai que la plupart de nos aventures un peu laboratoires, on parlait de Nouveau tout à l'heure, nous avons des one-man band en fait, hein. Les journalistes sont à la fois au montage, à la post-production et au tournage, et là nous avons des petits artisans, hein. Nous croyons très fort au fond à ce journalisme de petites équipes avec des petits artisans qui mènent des projets. Nouveau est un petit projet, nous faisons de la vidéo en continu avec quelques artisans, même une émission comme Mise au point, qui sont des émissions hebdomadaires, ce sont des petites équipes. Donc nous croyons très fort à la réunion de belles compétences autour d'un projet. Nous croyons aussi très fort à la mixité, hein, qui va de la grande caméra HD. Mise au point, je le disais tout à l'heure, qui était une émission magazine, a fait il y a quelques semaines un tournage complet avec un iPhone à Abu Dhabi, tout simplement parce que pour des raisons de visa et de liberté de la presse, on ne pouvait pas rentrer à Abu Dhabi sans avec un visa de journaliste. Donc et on le diffuse en prime time. Donc on fait vraiment, on mixe toute cette palette. C'est ça, et je crois que c'est le mot qui est très important. C'est comme d'habitude, quand on voit une innovation, on a cette idée que, tiens, il y a cette nouvelle façon de faire, et donc elle va remplacer tout ce qu'il y avait avant. Et en fait, il y a une vraie inertie. Moi, il y a quelques jours, vraiment, dans le train, j'ai vu quelqu'un qui regardait le télétexte sur son téléphone. Et c'était un jeune. Le télétexte est le média qui, en Suisse, est le plus consommé. Il y a 1 million de Suisses sur 7 millions qui consomment tous les jours le télétexte. Ouais, j'ai jamais vu ça sur un téléphone portable. Là, ça m'a quand même vraiment étonné. L'application est une des applications qui marche le mieux à la RTS. Voilà, et c'était quelqu'un qui avait 30 ans. Enfin, ouais. Donc tout ça pour dire que ces changements prennent très longtemps, et surtout, ce qui est faux, c'est de penser que, tiens, puisqu'il y a un smartphone, et en effet, moi j'avais été au JO, et je voyais qu'il y avait beaucoup de journalistes qui travaillaient comme ça avec un smartphone sur un pied, puis un câble qui descendait comme ça, qui revenait avec un micro, puis la personne qui vous regardait les images n'aurait jamais pu savoir que c'était tourné avec un smartphone, mais ça permet d'adresser certains usages où il faut aller vite, ou comme vous le dites, la qualité de l'image est peut-être moins importante. Ça n'empêche pas qu'il reste un besoin pour ces grands rendez-vous, pour cette qualité de production, etc. Si on continue à descendre un petit peu dans ce que vous avez vu au début, donc le modèle économique, le modèle relationnel au sens canaux du terme, il y a aussi aujourd'hui cette crise politique, cette crise de confiance. Alors là, on enregistre cet entretien qui sera diffusé en février, mais on l'enregistre en janvier. Il vient d'avoir ces journalistes là qui se sont fait taper dessus en France par des gilets jaunes. Donc on voit qu'il y a une espèce de défiance de la presse, il y a une espèce en même temps d'omniprésence de la presse, il y a une espèce de polarisation de la presse. Il y a tout ce qui est fake news, voilà, les campagnes gouvernementales. Je parlais il y a quelques jours avec le patron d'une grande ONG qui me disait qu'aujourd'hui, il y avait énormément de conflits qu'on ne voyait pas, parce que c'était des conflits justement qui passaient par de l'intox, qui passaient par de la manipulation d'élections, ou des cyber-conflits, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, et qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à cette perte de confiance? Enfin, déjà, comment est-ce que vous l'analysez? Selon vous, c'est quoi le diagnostic? C'est quoi ce moment qu'on vit en ce moment, tous ensemble, entre les médias et leur public? Bon, disons, je pense qu'il faut déjà porter un regard critique sur notre travail, hein. Je pense que trop longtemps, les médias ont fait preuve d'arrogance, hein, de ce regard un peu supérieur sur l'actualité, ce regard un peu docte, cette expertise d'en haut qui s'offrait à travers des médias tout-puissants, quoi. Donc là, je pense qu'il est temps quand même de porter un regard critique sur certaines habitudes, probablement une proximité trop importante avec le pouvoir, la nécessité de rester beaucoup plus en contact avec tous les publics, hein. Quand même le reconnaître, quoi, la composition sociologique d'une rédaction. La plupart des journalistes ont fait des études supérieures, se retrouvent dans leur bulle, vivent en ville, et donc sont déconnectés du reste du public. Donc ça, c'est une première observation. Disons, c'est pour l'aspect, regardons déjà au fond ce que nous avons fait de faux ces dernières années, quoi. Deuxième aspect, il est technologique, hein, c'est-à-dire on est en train de vivre un chamboulement qui est quand même le plus grand chamboulement depuis l'invention de l'imprimerie. Là, c'est absolument vertigineux ce qu'on a vécu ces 20 dernières années. Et les inconnus auxquels on continue à faire face. Et on ne sait pas du tout
vers quel paysage on va, mais on sait que le paysage ancien a disparu. Et donc, tout un chacun peut publier, tout un chacun peut s'exprimer, et donc on est dans une espèce de place du village, effectivement, où nous avions le monopole du micro, et nous n'avons plus le monopole du micro. Donc, à partir de là, c'est une remise en question assez fondamentale de la relation média-public. Et donc, cette crise de confiance, disons, elle est au fond normale, car l'évolution technologique, disons, a bouleversé ces rapports. Et puis, là-dedans, pour compliquer ce paysage, est arrivée une classe politique qui a bien compris comment elle pouvait jouer de cette situation, disons, en stigmatisant l'intermédiaire qu'est le journaliste, le porteur des nouvelles, et en le dénonçant. Donc, inutile de... Il n'y a pas que Trump, hein, Macron s'y met aussi, en Italie, en Pologne, en Hongrie, enfin, partout, au fond, on a compris, au fond, qu'il était simple. Les Gilets jaunes le font maintenant, au sens propre du terme, disons, de taper sur les journalistes en expliquant, au fond, qu'ils sont la cause de tous les problèmes. Donc, moi, je ne renie pas le fait qu'il faut faire preuve d'autocritique, que nous n'avons pas toujours compris comment ce paysage évoluait, mais il faut aussi, disons, être conscient qu'il y a là une classe au pouvoir qui a compris, au fond, qu'il y avait un moment où nous pouvions, où on peut affaiblir durablement la presse. Hein. C'est clair que le pouvoir a compris qu'un contact direct avec le public était désormais possible sans passer par l'intermédiaire de ces emmerdeurs de journalistes qui empêchent de tourner en rond. Donc on est en train de vivre ce moment-là, et je crois que le rétablissement de la confiance, c'est un des thèmes, mais c'est une question cardinale auquel nous devons nous affronter ces prochaines années, c'est clair. Alors c'est une situation très paradoxale, c'est vrai qu'il y aurait des heures à faire sur ce sujet. Moi, un truc qui me frappe toujours, c'est quand, vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'histoire à travers Palais au futur notamment, et ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que aussi en tant qu'utilisateur, on doit apprendre à vivre avec une nouvelle donne. C'est-à-dire quand l'imprimerie a été inventée, des gens qui ont dit n'importe qui peut faire un livre, c'est la fin du monde, il y a des cons qui peuvent écrire des livres, et d'ailleurs il y a une surcharge d'informations terrible depuis l'arrivée de l'imprimerie. Et puis en fait, ça s'est complètement stabilisé, on a appris nous à vivre avec cette surcharge d'informations, puis là on est exactement au même point. Donc il y a aussi un apprentissage qu'on doit faire en tant que public, de peut-être être plus critique, de peut-être filtrer, de peut-être se protéger un peu plus. Mais ce que je trouve très paradoxal dans votre situation, c'est que bon, les médias ont quand même pas eu beaucoup d'argent, il y a une vraie crise économique depuis 20 ans, et j'ai l'impression que là vous avez une crise de confiance, vous avez, en effet, c'est un moment de changement, c'est un moment de réinvention du modèle, et en même temps j'ai l'impression que l'argent revient dans les médias. J'ai l'impression qu'économiquement, vous êtes avec une trajectoire qui repointe vers le haut. On a vu que Trump a quand même eu un effet, ça a été de faire que des centaines de milliers d'Américains se sont réabonnés à des quotidiens, justement à des endroits qui les font réfléchir. Je parlais avec Gaël Hurliman du Temps, on sent qu'ils sont en train de trouver une formule qui leur permet d'avoir de l'argent. Donc vous avez en tout cas, semble-t-il, résolu le problème économique qui a quand même été le problème central. Un des problèmes qui ont eu les médias pendant 20 ans, c'est que vous aviez des moyens qui diminuaient, c'était de plus en plus dur de donner du temps aux journalistes, c'était de plus en plus dur de les envoyer sur le terrain. Donc c'est très paradoxal votre situation. Est-ce que vous partagez cette analyse qu'il y a une crise de confiance, mais il y a quand même des moyens économiques qui reviennent, et aujourd'hui, la pertinence des médias n'est plus remise en doute. Par exemple, plus personne dit il faut qu'on arrête la télé nationale, par exemple en Suisse. Moi, je pense qu'on vit un moment merveilleux pour les médias. Je sais que ça va sonner bizarrement. C'est exactement ce que m'a dit Gaël Hurliman. Mais jamais, au fond, on a vu autant d'informations circuler, jamais on a vu autant d'informations consommées. On n'a pas une crise du lectorat, on n'a pas une crise des consommateurs. On a une crise économique avec des éditeurs qui ne croient plus ou qui n'ont pas été capables, au fond, d'explorer de nouvelles pistes, mais on n'a en tout cas pas une crise de consommation de l'information. Mais bien au contraire, on n'a jamais consommé autant d'informations. Voilà, donc ça c'est très clair. Alors c'est vrai que cette explosion d'informations se double d'une explosion de fausses nouvelles, un chaos informatif, parce que tout le monde prend la parole, et ça devient difficile de se dépatouiller dans ce milieu. Mais la réalité, si on regarde de manière un tout petit peu attentive les signaux faibles, et pas si faibles que l'on voit depuis quelques mois, je reviens sur ces Suisses qui ont voté pour décider si oui ou non ils voulaient tuer l'audiovisuel public. 72% des Suisses ont dit « nous sommes OK à l'idée de payer
pour de l'information. C'est quand même assez important. La Suisse est souvent vue comme un pays un tout petit peu conservateur. Je crois, en l'occurrence, c'est un signal, disons, qui est vraiment entendu dans toute l'Europe. À force d'affaiblir les médias, à force, parce que le modèle économique se casse la gueule, à force de dire c'est la fin des médias, il y a eu une réaction extrêmement forte du public, ici en Suisse, qui a dit non, attention, dans une démocratie sans info, certifiée, de qualité, on n'en veut pas. C'est un message intéressant. Aux États-Unis, comme vous l'avez dit, le New York Times, le Washington Post, disons, ont des circulations en hausse, ont des diffusions en hausse. Alors certes, dans des pays de 300, dans un pays-continent de 300 millions d'habitants, il serait quand même assez important qu'on ait encore 2-3 titres de qualité. Donc on n'a pas passé loin d'un désert absolu aux États-Unis, mais on sent qu'on est entré dans une phase où il y a une prise de conscience. Et nous sommes évidemment privilégiés du côté du service public parce que c'est un modèle économique qui est extrêmement moderne en réalité. On s'adresse directement au public, on n'est pas payé, on n'est pas financé à travers l'impôt, donc il n'y a pas de filtre politique, donc on s'adresse au public, le public nous verse sa quote-part. Et c'est un modèle assez intéressant, c'est peut-être d'ailleurs un modèle qui fera des émules demain en Europe. C'est vrai, voilà, et enfin vous avez la chance parce que vous n'êtes pas soumis peut-être au soubresaut d'un marché, vous avez des revenus plus stables, vous pouvez vous projeter peut-être dans... C'est beaucoup plus dur pour la presse qui doit au fond faire le deuil d'un certain modèle économique. Mais en même temps, chez vous, c'est très binaire. C'est-à-dire que ça a failli s'arrêter d'un jour au lendemain, ce qui ne peut pas arriver à une entreprise. Donc c'est une autre. Et ça peut arriver de nouveau. Si 100 000 Suisses signent lancent une initiative, on peut demain s'arrêter du jour au lendemain. Donc, raison pour laquelle on est extrêmement sensible à l'idée de rester utile, au fond. Tant qu'on arrivera à prouver notre utilité, le public continuera à nous défendre. Ben, tant mieux, comme quoi vous n'êtes pas dans une tour de cristal, mais que vous êtes contrôlé par peut-être les vrais décideurs qui sont le peuple. Nous avons vérifié notre fragilité ces derniers mois. Exactement. Il faut toujours un tout pouvoir, doit avoir un contre-pouvoir, et les médias sont un pouvoir parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est très intéressant, et d'ailleurs, je me rappelle lire dans les news que Warren Buffett investissait massivement dans les médias il y a 4 ou 5 ans, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, je crois qu'on comprend pourquoi. Et dans les médias locaux en particulier. Dans les médias locaux en particulier, exactement. Ouais. Dans les médias où il y a du lien, dans les médias où il y a de la connexion avec un territoire. Et je pense aussi que vous avez devant vous un boulevard. On y reviendra parce que ma dernière question, c'est, comme c'est une émission qu'on fait aussi en pensant à des étudiants, c'est un peu d'écouter vos conseils pour ces jeunes qui pensent peut-être venir vers les médias. Mais avant ça, vous êtes quelqu'un vous êtes très impliqué dans le présent, mais vous avez toujours un œil sur le futur. Et vous participez notamment à cette initiative sur l'innovation dans les médias, IMI, Initiative Média Innovation, qui est un partenariat entre l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc la grande école d'ingénieurs lausannoise pour les gens qui ne la connaissent pas, et la radio-télévision suisse, peut-être d'autres partenaires, vous allez nous le dire. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui sur votre radar quand vous regardez vers le futur, à part beaucoup d'optimisme pour l'industrie en général, mais quelles sont ces idées sur lesquelles vous travaillez? Quels sont les projets que vous avez vus au sein de ce travail sur l'initiative Média Innovation? Alors, pour nous, c'est très important, au fond, de rester en prise avec ces laboratoires où on expérimente et on essaie de comprendre de quoi le paysage sera fait. Donc, c'est toute l'idée de cette IMI, de cette initiative pour l'innovation. C'est de travailler avec les universités suisses, l'école polytechnique fédérale et des éditeurs pour, au fond, expérimenter soit de nouvelles formes de narration, soit de nouvelles réflexions sur l'avenir des médias. On choisit un thème chaque année. Cette année, il y a un thème qui s'est imposé, c'est le retour de la confiance, comment lutter contre les fake news, à la fois par des moyens technologiques, des algorithmes, mais aussi en termes de réflexion, mais aussi par des formes narratives. Et donc, un appel à projet a été lancé et aujourd'hui, des doctorants, pour la plupart, ou des médias partenaires, disons, ont déposé des projets. Nous allons sélectionner et essayer d'imaginer des projets qui, concrètement, vont ensuite prendre place dans les... Alors, quelles sont les pistes, Bernard Rappa, pour combattre les fake news? Alors, c'est assez intéressant. Nous avons reçu plus d'une vingtaine de projets que nous allons choisir et sélectionner ces prochaines semaines.
Il y a au fond deux grandes catégories. Il y a les solutions un peu technologiques qui consistent à essayer de comprendre pourquoi les fake news se diffusent beaucoup plus rapidement que les nouvelles certifiées, et donc essayer de trouver une manière mécanique, technologique au fond de les filtrer pour que les journalistes dans les rédactions aient des outils. L'autre facette, disons, c'est une approche beaucoup plus main dans le cambouis, avec une étude un peu plus sociologique des habitudes pour essayer de comprendre, au fond, pourquoi les nouvelles générations, en particulier, au fond, sont extrêmement comprennent plus difficilement, au fond, la hiérarchie de l'information, la certification de l'information, la fabrication de l'information. Donc justement, il n'y a pas une étude qui est sortie il y a quelques jours qui disait qu'au contraire, c'était les seniors aux États-Unis qui répandaient les fake news. J'ai vu cette étude, je me réjouis de la découvrir. Je pense que comme d'habitude, au fond, il faut pas se bloquer sur une catégorie de la population, mais disons, il y a quand même effectivement une génération qui est plus présente sur les réseaux sociaux et qui donc la consomme. Donc au fond, on est sur ces deux facettes. Il y a une facette un peu technologique, puis il y a une facette plus approche science humaine pour essayer de comprendre comment nous allons évoluer. Mais l'idée, au fond, de tout ce processus d'innovation, c'est de rester ouvert à l'évolution de ces écritures. Il y en a une, vous me demandiez quelles sont un petit peu les facettes qui nous intéressent. Il y en a une ici qu'on étudie de manière extrêmement attentive. Ce sont toutes les plateformes d'assistance vocale. Il est clair qu'au fond, on est à l'aube d'un nouveau chamboulement dans la navigation de l'information qui sera crucial pour nous. On a eu la souris, on a eu le doigt sur nos tablettes, et là maintenant on a la voix couplée à l'intelligence artificielle. Et ici la RTS va lancer ses premières expériences ces prochains mois. Et pour nous, c'est une manière d'inventer. Là, on est vraiment à l'aube d'un parcours très différent qui consiste à vraiment avoir une information-conversation. Jusqu'ici, on délivrait de l'information, on crée une relation avec le public. On voit qu'on est entré dans une phase d'information-conversation. On va dialoguer avec la machine, on va dialoguer avec les journalistes pour s'informer. Et c'est absolument passionnant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir recréer du lien à travers ce dialogue. Et je pense que l'information-conversation sera une des tendances qui va le plus bouleverser les rédactions ces prochaines années. À moins que ça soit on the record, une fois, je ne crois absolument pas à cette technologie. Alors, soit je suis un vieux con qui n'a rien compris, soit j'ai raison. Nous vous inviterons à découvrir. Mais tant mieux. À part ça montre à part ça que c'est bien parce qu'il n'y a pas de réponse. Moi, je ne connais pas le futur, personne ne le connaît. Donc, il faut essayer ces choses-là. Pour moi, ce qui me frappe, c'est que je fais un parallèle avec les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est qu'au contraire, les vidéos, on met du texte parce que les gens écoutent sans le son. Et moi, je vois la consommation des médias, pour moi, c'est dans le train et je n'imagine pas comment 200 personnes vont pouvoir parler en même temps. Déjà qu'il y avait une personne ce matin au téléphone dans le train, c'est absolument insupportable. Mais bref, c'est un autre débat. Je pense que, pour moi, ce que j'essaie de déterminer, j'ai l'impression que les géants de la Silicon Valley sont un petit peu au bout, quand même. À part ça, c'est les boîtes qui innovaient beaucoup. Moi, je vois plus rien d'innovant qui sort. C'est quand même frappant comme ils se font tous les mêmes produits. Amazon a sorti son haut-parleur 1 an plus tard, Apple avait le sien, 1 an plus tard, Google avait le sien. Donc, où est passé cet Eldorado où tout le monde arrive avec des produits nouveaux? Maintenant, c'est des copycats. C'est comme l'industrie automobile où tout le monde fait à peu près la même chose avec 2-3 différences. Et donc, je pense que c'est la technologie qu'ils ont intérêt à nous vendre. Ils aimeraient bien qu'on l'achète, mais moi, personnellement, on l'a débranché de notre cuisine après 1 an parce que c'était devenu un timer très cher. Et bref, ça pose plein de questions. Mais voilà, de nouveau, je ne connais pas le futur. Je suis très humble et je suis tout à fait prêt à ce qu'on me ressorte cette phrase dans 10 ans quand ça aurait été un carton total. Mais bref, c'est très intéressant de voir que vous travaillez dans toutes ces directions-là. Et alors, est-ce qu'il y a des idées? Moi, je sais que vous êtes très en veille, vous lisez beaucoup, vous allez à des conférences, vous rencontrez des confrères, vous avez tout un réseau de télévision publique notamment. Est-ce qu'il y a des idées dans la couverture de l'information qu'on n'aurait peut-être pas encore vu en Suisse, et un format que vous avez vu, vous dites ça c'est vraiment une façon de couvrir l'info qui est géniale. Un nouveau média, un nouveau format. Bon, il y en a des tonnes. Parlons-en, ça m'intéresse. Il y en a des tonnes parce que chacun essaye évidemment de recréer, de réinventer ses carrefours, parce qu'il y a quelques fondamentaux qui restent en place. Les journaux télévisés
on l'a dit tout à l'heure, ont une durée de vie et ce rituel répond à une demande, cette hiérarchisation de l'information, ce bilan qu'on fait une fois par jour est quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Mais à côté de ça, il y a de la place pour quantité d'innovation. Je pense qu'il y a un champ qui est assez important, c'est tout ce qui est de l'ordre de la transparence, c'est-à-dire, au fond, d'expliquer comment visiter cette fabrique de l'information, quoi. Le public veut savoir, veut comprendre, pour restaurer cette confiance en particulier. Nous avons lancé par exemple une plateforme qui s'appelle Infoverso, où nous racontons toutes les semaines les coulisses des reportages, où nous nous interrogeons sur les questions éthiques, sur au fond le regard que nous portons sur le journalisme. Et ça, on sent que c'est une demande importante du public. Et là, il y a des formats assez intéressants à faire pour raconter autrement l'information et au fond se décentrer. Quelque part, les youtubeurs ont d'ailleurs montré l'exemple, hein, en montrant, au fond, en faisant basculer la caméra à 360 degrés, en montrant au fond l'envers du décor. Et là autour, on voit arriver des nouveaux formats télévisés assez intéressants qui permettent justement de mieux incarner. Hein. On sort un petit peu de cette période où l'image doit être léchée, doit être contrôlée et où on fait abstraction de l'environnement. Ça, je pense que c'est une tendance assez intéressante. Mais c'est vrai que vous avez un modèle, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que votre savoir-faire intéresse beaucoup de monde. J'avais avant-hier sur scène un YouTuber qui s'appelle Philippi Cabalzar, qui est un YouTuber qui fait des maths, et donc il corrige des exercices de maths en live avec 3000 collégiens qui viennent regarder. Il fait des vidéos de motivation pour les jeunes, il prend le programme de maths et il a 300 000 abonnés. Et en fait, c'est vrai qu'on voit que ce savoir-faire vidéo, ce savoir-faire d'intéresser les gens peut être utilisé à d'autres fins que celles de l'information, et que donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers vous, et je pense, de nouveau pour parler de Pyeongchang, la RTS avait été mandatée, enfin le CIO avait acheté la réalisation des descentes de ski à la RTS, puisque vous avez un savoir-faire de production qui est énorme. Et donc là, il y a tout un thème aussi qui émerge avec la résurgence du format vidéo, puis l'omniprésence du format vidéo tel qu'il est. Petite prédiction sur le paysage médiatique. Alors, je vais essayer de définir un périmètre parce que c'est compliqué, mais ce qu'on voit, ces énormes mouvements de Netflix, de Amazon Prime qui commencent d'abord à diffuser du contenu, qui commencent ensuite à produire de la fiction, qui commencent aujourd'hui à s'intéresser au sport. Twitter a racheté des matchs de NFL, Amazon Prime a acheté des matchs de NFL. Quels seront les grands acteurs du paysage de l'information dans 5-10 ans, si on sort la boule de cristal avec tous les disclaimers qu'il faut mettre, on n'en sait rien, mais si je vous demande de deviner un petit peu, de nous dire qui seront ces grands acteurs. Donc il y aura certainement le service public qui sera toujours là. On l'espère. On va tout faire. On va tout faire pour. Donc, les prédictions, on sait à quel point on se trompe à tous les coups. Hein. J'ai annoncé l'effondrement des parts de marché des journaux télévisés, je crois, en 2001, quand j'ai démarré dans le multimédia. Voilà, mais quand on fait une prédiction, il y a des façons de s'en sortir. Il faut dire, c'est très probable. Il est fort probable que, donc ça laisse de la place pour que ça n'arrive pas. Donc c'est pas grave. Non, mais quelle va être la place de ces grands acteurs ? Est-ce qu'on va, parce que mine de rien, on nous avait promis un monde dans lequel l'amateur pouvait rentrer en compétition avec le professionnel, et aujourd'hui, finalement, tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux comme YouTube, c'est du contenu professionnel, donc il n'y a plus vraiment ça. On nous avait prédit un monde peut-être plus décentralisé, et puis finalement aujourd'hui on voit c'est ultra dominé par finalement un tout petit nombre d'acteurs, hein, on pense à YouTube, Netflix et tout. Comment ça va évoluer ? C'est un monde qui va se concentrer, qui va s'éclater, on va se retrouver avec deux grands acteurs centraux mais qui sont peut-être pas les mêmes qu'hier. Vous voyez ça comment ? Non, mais je pense qu'il y a deux immenses batailles. Il y a la bataille un peu géostratégique avec les géants qui vont s'arracher les droits sportifs, qui vont s'arracher une place au soleil du côté de la fiction. Et là, on voit qu'il y a une immense bataille qui est en train de prendre place. Et cette immense bataille-là, dans l'arrière-plan, disons, laissera, disons, pas mal de morts sur le bas-côté de la route, quoi. Ok, ça c'est en gros pour la fiction et pour les droits sportifs. Et puis après, disons, la vraie question, celle qui nous préoccupe véritablement, c'est le local, en réalité. Hein, parce que notre mission à nous, en tant que service public, c'est de travailler pour ce public-là. Et là,
je suis beaucoup plus optimiste parce que je pense que, et on l'a dit, au fond, ce travail reste fondamentalement le même. Il s'agit d'aller collecter l'information et il s'agit de la mettre en image, et les images sont, vous l'avez dit, omniprésentes. Et donc, plus que jamais, on aura besoin de journalistes bien formés, qui comprennent comment on transmet de l'information. Mais surtout qui font partie de la communauté, c'est ça que vous dites, au-delà de la formation, qui sont complètement implantés, enracinés, qui comprennent la culture, qui ont des contacts. Voilà. C'est pas le correspondant de CNN qui va venir couvrir la démission d'un conseiller d'État genevois. Ça n'est pas le correspondant de Netflix, il se lance dans l'information, qui fera un documentaire définitif sur la mobilité en Suisse. Donc cet enracinement dans le territoire reste fondamental. La question, c'est est-ce que nous allons continuer à pouvoir convaincre le public que cette information a un coût ? Alors, on a vécu pendant de nombreuses décennies, en particulier dans la presse, avec un modèle économique où, au fond, les annonceurs ont payé pour l'information. Okay, c'est terminé, c'est fini, ou presque. Là, on est dans un modèle, pour ce qui est du service public, qui est un modèle de financement direct. Le public paye pour cette information, mais on a besoin d'un paysage diversifié, on a besoin de la presse écrite, on a besoin de radio et de TV privées, on a besoin de nouveaux acteurs sur les nouvelles plateformes. Et c'est vrai que c'est un challenge pour tous ces acteurs d'imaginer et de créer un modèle où ils arrivent à convaincre le public que l'information a pris. On a quand même commis une erreur fondamentale qui consistait à tout balancer sur le web gratuitement, laisser entendre à des générations entières, à toutes les générations d'ailleurs, que l'information était gratuite, que tout un chacun pouvait produire de l'information. Ben non, l'information, ça a un coût. L'information, c'est du travail. Et ça, c'est quelque chose, disons, c'est pour ça que quand je parlais de la transparence, de la nécessité d'expliquer la fabrique de l'information, comment on s'y prend, pour nous, c'est crucial. On a découvert ça dans cette période où on a failli supprimer l'audiovisuel ici en Suisse. On a compris qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus proactif pour expliquer que dans une démocratie, disons, personne n'a envie de vivre sans infos certifiées. On fait cette interview, derrière vous, il y a un écran avec justement votre chaîne d'infos qui tourne. Et je me disais, mais est-ce que CNN viendrait couvrir la news qui vient de passer, c'est-à-dire qu'il y a plus de poules que d'humains en Suisse ? Non, il n'aurait pas été là. Peut-être cette info, oui, d'ailleurs. Mais c'est très intéressant parce que finalement, quand on regarde de nouveau un regard un peu historique ou qu'on s'élève, on se rend compte que le défaut ou ce qui nous pénalisait hier est en train de devenir notre force. Je parlais il y a quelques jours du commerce, et aujourd'hui ce qui fait la force contre Amazon, c'est le fait d'avoir un lieu physique dans lequel on peut créer une expérience, alors qu'un lieu physique il y a quelques années dans la conception générale c'était un boulet, il fallait s'en décharger. Et vous finalement ce qui vous freinait entre guillemets c'était le côté local, le côté lien dans cette compétition globale, et aujourd'hui c'est ce qui est en train de devenir votre atout, puisque en effet même si Netflix arrivait, ça leur prendrait très longtemps de reconstruire le réseau, de reconstruire la légitimité, de reconstruire la connaissance granulaire de la culture locale qui permet de faire ce travail. Donc finalement, ce qui pénalisait hier est en train de devenir la force. Une dernière question, Bernard Rappa. Donc cette émission, je la fais en partenariat avec l'école Créa qui forme des centaines de jeunes étudiants qui arrivent sur le marché du travail, et donc certains notamment travaillent dans la communication. S'il y en a qui sont intéressés par le monde des médias, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Est-ce que c'est le bon moment de s'intéresser à cette industrie ? Et si c'est le bon moment, pourquoi ? Alors c'est une de mes grandes inquiétudes, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup considèrent qu'il n'y a pas d'avenir dans les médias et que les journaux sont en crise, les médias sont en crise, et qu'il ne faut surtout pas se lancer dans ce domaine. Nous, on fait un gros effort de formation, on forme plusieurs personnes par année. Disons, il y a un vrai travail de formation qui est fait. Pour nous, c'est crucial d'avoir des talents, d'attirer des talents dans nos médias. Et donc, moi, mon message est très clair. Disons, ne vous laissez pas enfumer par ce scénario pessimiste. Tout est à faire, tout est à inventer. C'est vrai que le vieux monde s'est écroulé, est en train de s'écrouler, et c'est un moment formidable pour se lancer, parce que précisément, on a besoin de nouvelles expertises, on a besoin d'un nouveau regard, on a besoin d'une nouvelle énergie, et donc c'est un moment magique pour se lancer dans les médias.
même si ça peut paraître un peu risqué, mais si on ne prend pas de risque à 20 ans, quand est-ce qu'on prend des risques? Voilà, puis dans la vie, il y a une règle aussi, c'est qu'on gagne assez rarement sans prendre de risques. C'est une règle très douloureuse, mais qui est réelle. Et je rappellerai aussi, pointerai les étudiants vers de se pencher, par exemple, sur des industries comme justement les jeux vidéo ou les youtubeurs. C'était il y a 15 ans qu'il fallait devenir youtubeur, à l'époque où tout le monde se moquait des youtubeurs, où tout le monde disait que ça servait à rien et que ça n'avait pas d'avenir. Et c'est là que les places en or étaient disponibles, qu'elles ont été prises. Et aujourd'hui, les gens qui sont tout en haut de cette échelle-là sont ceux qui se sont intéressés à ce domaine avant qu'il devienne populaire. Après, malheureusement, c'est pas trop tard, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de compétition. Merci beaucoup Bernard Rappa pour cette conversation passionnante sur l'avenir des médias. Merci Laurent Hugo. Merci d'avoir écouté Be My Guest. J'attends comme d'habitude vos réactions, commentaires et suggestions par email à l'adresse laurent.haug@gmail.com. Je vous retrouve pour un prochain épisode avec le fondateur d'Infomaniac, un fournisseur d'accès Internet suisse avec qui je pensais avoir une discussion technologique et avec qui j'ai fini par avoir une discussion très politique. C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de INSECU.